Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est Frédéric Martin, le président de France Gaz, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes pour comprendre les enjeux de décarbonation du secteur, la part du renouvelable et le combat pour maintenir un mix énergétique pluriel en France. Mais d'abord, je reçois Frédéric Soyer, le président de Soyer Frères, entreprise spécialisée notamment dans la fabrication des pailles, qui a dû complètement repenser ses chaînes de production pour passer au papier. Notre débat, il portera sur les difficultés du secteur textile et sur ce projet Fidalext qui fait le pari de l'innovation managériale pour revitaliser cette industrie qui est sous pression. Et puis dans notre rubrique Startup et Innovation, je vous présenterai Sawacare, solution à destination des entreprises et de leurs salariés aidants. 11 millions de Français sont concernés. Voilà pour les titres. C'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Frédéric Soyer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de Soyer Frères, entreprise familiale fondée en 1832. 1832. Je trouve ça fascinant. Quel était le métier d'origine? Alors, l'entreprise, à l'origine, son métier, c'était de travailler des plumes. Ouais. On était à l'époque en région parisienne, à Saint-Maur, et notre métier consistait à laver, à teindre et à trier des plumes et à les commercialiser dans différents métiers. Auprès de la mode, de la brosserie, de la literie, des parures, du sport. D'accord. Et en bientôt 2 siècles, parce que 1832, ça a évidemment beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous faites quoi? Alors, en 2 siècles, on a fait plusieurs choses et maintenant, on est devenu l'acteur principal de fabrication de paille en Europe. D'accord. En Voilà. étant basé À Donzy, dans la Nièvre. C'est un petit village, Donzy? C'est un petit village, Donzy. Combien d'habitants? Il y a à peu près 800 personnes. Ouais, Il y a 800 à peu près habitants. 800 habitants. Comment on est un leader de la paille, qui est quand même, on pourrait imaginer effectivement que ce soit bloqué ou pris par d'autres qu'une entreprise familiale qui a bientôt 2 siècles et qui est basée dans la Nièvre? Oui, tu as parfaitement raison. C'est typiquement le marché chinois par excellence. On peut s'imaginer que ce soit des pays dans lesquels la main-d'œuvre a peu de valeur, dans lesquels ces produits sans valeur ajoutée ou a priori sans valeur ajoutée pourraient parfaitement prendre leur sens. Et donc nous, notre spécificité, c'est d'avoir réussi à développer un outil technique, des machines qui ne sont connues que de nous, que par nous, qui nous a permis de développer un savoir-faire spécifique et de fabriquer plusieurs milliards de pailles pendant des dizaines d'années pour tout le marché européen, tant de la boisson, des jus de fruits, du lait, que des bars, hôtels, restaurants. Votre métier, c'était le plastique pendant très longtemps. Notre métier, effectivement, ça a été le plastique. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a acheté du plastique. Quand est-ce que ça bascule? Quand est-ce que la réglementation vous oblige à repenser finalement les lignes de production? Alors, tout change, nous, en 2021, où les pailles en plastique sont interdites à l'échelle européenne. Et donc, on a eu 2 ans, 1 an et demi, pour ou disparaître ou s'adapter. Donc, ça a été un challenge énorme pour nous, de devoir tout repenser, tout réapprendre en partant vraiment d'une page blanche. Oui, parce que, alors déjà, il faut changer de matière première. Exactement. Passer au papier, j'imagine, c'est ça? Tout à fait. Donc, il faut trouver de nouveaux fournisseurs qui ne savent pas du tout plus que vous fabriquer ce produit. Tout est naissant, tout est nouveau. C'est un petit peu... c'est totalement déstabilisant, clairement. Mais vous disiez que ce qui vous permettait d'être leader, c'était finalement les procédés, quoi, les machines. Les machines que vous utilisiez pour faire des pailles en plastique, ce sont les mêmes que celles que vous utilisez? Non, pas du tout. Non, hélas, non. Oui, bien sûr, c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est qu'on a dû réinvestir massivement pour pouvoir acquérir des machines qui faisaient désormais des tubes et qui font désormais des tubes en papier. Et donc... Quel montant d'investissement? On a investi pour des pailles 8 millions d'euros. Ça vient d'où? C'est-à-dire, vous avez été aidé, c'est complètement l'entreprise qui finance? On a eu des aides, mais 800 000 euros, c'est déjà pas négligeable. Oui, ça fait 10%. Ça fait 10%, mais bon, voilà. Et tout le reste a été évidemment financé par emprunt bancaire et on a été soutenu fortement par nos partenaires bancaires. Alors, il y a le défi de financement et puis il y a le défi technologique. Absolument. Comment vous répondez à ce défi technologique? En travaillant, j'ai envie de vous dire, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que ça. On part d'une page blanche et c'est où on s'en sort, où on disparaît. Donc on est devant un mur, c'est très brutal, très soudain, et on réapprend, on apprend, on découvre.
cette matière nouvelle qu'est le papier, qui est capricieux, qui est sensible à l'humidité, à la chaleur, chose que n'était pas du tout le polypropylène. Oui. Et donc, nos équipes, heureusement, on a une forte équipe technique qui a un goût d'autonomie, d'indépendance, d'innovation, etc., qui sait se réinventer, qui cherche des procédés, des techniques en association avec nos fournisseurs, tant machines que matières, pour pouvoir développer des solutions qui nous permettent de pouvoir répondre à ce challenge. Aujourd'hui, vous ne faites que du papier ou alors il y a encore des produits que vous faites en plastique? On fait encore un tout petit peu de plastique. On a une niche dans notre... mais enfin, pour vous ayez une ordre d'idée, le choc est de l'ordre de... Il y a à peu près 5 ans, on a acheté 2200 tonnes de polypropylène. L'année dernière, on en a acheté, je pense, 150, 180 tonnes. Okay. Donc voilà. Bon. C'est comme si on vous disait, dans 1 an et demi, vous allez devoir faire tous vos interviews en chinois et toute votre équipe technique devra travailler avec des appareils sur lesquels... Ils n'avaient jamais travaillé. Voilà, en tous les cas, avec une langue qui n'est pas la leur. Ouais. Et ça, c'est profondément déstabilisant, vraiment. C'est un vrai choc. Et vous avez pu garder la position qui était la vôtre sur le marché? Alors, on n'a, hélas, pas pu conserver la position qu'on avait, puisqu'on a ouvert les portes et l'Europe n'était pas prête. En fait, le choc a été trop brutal. Et donc, forcément, on a ouvert les portes à une grande concurrence asiatique qui a eu pour conséquence de délivrer de façon... Parce qu'il fallait livrer vite, donc il n'y avait pas d'autre choix. Nos clients étaient, pour beaucoup, contraints par les délais. On était tous balbutiants au même stade en Europe. Et donc, ça a été une porte ouverte, un appel d'air incroyable pour une concurrence asiatique qui souvent était pas de très bonne qualité et donc a un petit peu jeté un peu l'opprobre sur ce produit, in fine, papier, pour chercher aujourd'hui d'autres matériaux qui puissent y répondre. Vos clients, justement, est-ce que... Parce qu'eux aussi, ils ont été confrontés à ce défi. Ils vous sont restés fidèles? Quel rôle ils ont joué dans cette bascule? Alors, très honnêtement, on a eu la chance, et on a la chance d'avoir, pour un certain nombre d'entre eux, un a fait défaut, c'est vrai, mais un certain nombre d'entre eux, un des grands leaders, le leader de la restauration... McDonald's, on peut McDonald's, citons-le évidemment, parce qu'il le mérite, qui est notre client depuis 50 ans. Donc on travaille avec eux depuis toujours, ils sont très sensibles à notre histoire, aux histoires comme les nôtres, de petites PME, familiales, provinciales, ancrées dans le territoire. Et donc McDonald's a été un grand soutien pour nous dans toute cette aventure, et d'autres clients dans toute l'industrie du jus de fruits et du lait, Candia, pour ne pas les nommer aussi, bien sûr, avec lesquels on a eu des moments très compliqués, parce que la bascule arrivant, il fallait que... on soit prêt. Donc ça a été... de compte à rebours. Ah, mais complètement. Ça a été très touchy. Donc voilà, nos clients nous ont soutenus, nous ont accompagnés. Heureusement qu'ils sont là, bien sûr. Il y a 2 ans, vous avez rajouté à ce défi le fait de fabriquer aussi des pots en carton. Alors là, c'est vous qui prenez la décision ou c'est encore une évolution réglementaire qui vous y pousse? Non, là, c'est moi qui prends cette décision. Je reprends l'entreprise familiale il y a 5 ans à la disparition de mon père. Et donc, on est dans un défi qui est quand même très complexe. Et je m'interroge sur le risque que comporte de devoir dépendre d'un seul produit, à savoir les pailles. Et donc, je profite de cette opportunité, opportunité ou contrainte plus exactement, que de devoir se réinventer dans l'univers du papier, en me disant, on va acquérir une certaine forme de compétence dans cet univers-là. Il est promis à un avenir... évident et certain dans tout cet univers-là, essayons de développer un univers connexe qui soit cohérent par rapport à notre métier d'origine. Et donc c'est là où je décide de fonder Cellulose et Packaging avec mon associé Alexis, qui était auparavant le patron des achats d'un des grands acteurs laitiers français et qui se retrouvait confronté à la difficulté de pouvoir lui-même sourcer pour son compte des pots de yaourt en carton. En carton et polyéthylène, soyons précis, forcément. On n'a pas le choix. Oui, parce que c'est de l'aliment, quoi. Absolument, parce que on n'est pas dans un gobelet qui va vous permettre de boire un café ou un coca. Là, vous avez un pot en carton qui va préserver pendant plusieurs mois pour certains produits, pour des fromages frais. Et donc, on décide avec Alexis de se lancer dans cette nouvelle aventure, fort de l'expertise qu'on avait pu acquérir dans la partie paille-papier, se dire,
c'est proche, c'est des univers qui sont connexes, on a des clients des deux côtés. On sera légitime dans cet univers-là. Et donc, on démarre depuis 2 ans, Cellulose et Packaging, dans notre usine de Donzy. L'idée, c'est vraiment pour nous de rester dans notre village, des Gaulois réfractaires. Pourquoi volontiers. Mais oui, sur ce point, vraiment, c'est un vrai challenge, c'est vraiment difficile, mais de pouvoir démarrer notre activité là-bas. Avec justement, puisque vous abordez cette question, enfin, l'enjeu que ça représente en termes d'emploi, en termes même d'attractivité territoriale pour une région comme Donzy, c'est essentiel. la Nièvre, etc. Quoi. C'est décisif, c'est très important à ce titre-là, dans cette dimension effectivement humaine. Mais plus que ça, j'ai envie de vous dire, il y a une dimension évidemment familiale. C'est une entreprise familiale qui a presque 200 ans. Mais j'ai des gens, on a des collaborateurs, des collaboratrices dans l'usine qui nous sont fidèles depuis très longtemps. Oui. Et peut-être dont les parents étaient déjà, bien sûr, dans évidemment. l'entreprise. Quoi. Ouais. Voilà, vous voyez, demain, on fait un petit pot de rentrée. On sera tous réunis. Demain, jour pour jour, on fêtera les 43 années de maison d'une de nos collaboratrices. Oui. 43 ans, je veux dire. Et j'ai plusieurs cas de ce type, de collaborateurs ou de collaboratrices qui nous ont quittés après autant d'années. Donc il y a une dimension humaine énorme. C'est impossible de se dire on baisse les bras, on renonce, tant pis, les règles ont changé, on laisse. Pour moi, c'était vraiment un crève-cœur. Et alors, on va terminer là-dessus. Vous réussissez à rester compétitif, à rester rentable dans un contexte qui a manifestement changé, on l'a compris. Hein. Alors, on progresse tout le temps, évidemment, mais quand vous repartez de zéro, effectivement, les premières années sont extrêmement difficiles. Mais oui, de plus en plus, on arrive à retrouver une forme de rentabilité parce que on a ce goût de l'innovation, de la technicité qui nous permet de faire des optimisations, des automatisations sans lesquelles on pourra pas lutter. Et puis, il faut innover. Et donc, on continue d'innover et de préparer de nouveaux produits, de nouvelles solutions qui demain s'imposeront comme étant des vraies alternatives. Merci beaucoup Frédéric Soyer, on a hâte de fêter les 2 siècles de Soyer frères. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, on va parler du secteur du textile, comment le sortir de ses difficultés, notamment grâce à l'innovation managériale. On parle du secteur du textile, innovation managériale, tout de suite dans notre débat avec mes invités. Laurent Sallois, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable formation, emploi et compétences chez Unitex. Et Brice Benhamed, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes directeur des ressources humaines chez Sigvaris, groupe Sigvaris qui fait partie du comité de pilotage de Fidalex. Et on va expliquer dans un instant ce qu'est Fidalex. Mais d'abord, Unitex, en quelques mots, dites-nous tout. Alors, Unitex, c'est une organisation professionnelle textile donc, qui rassemble environ 150 entreprises textiles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est une organisation qui apporte des services à ces entreprises sur tout un tas de sujets, notamment les sujets formation, emploi, compétences dont je m'occupe. Ouais. Et donc, et vous avez notamment piloté ce projet d'innovation managériale. Sigvaris Group, c'est quoi ? Alors Sigvaris Group, c'est une entreprise suisse, c'est un groupe suisse, mais moi donc, je suis le DRH de Sigvaris France. D'accord. On est 630 collaborateurs en France, on est répartis sur 3 sites, 2 dans la Loire, 1 en Alsace, et on est dans le secteur du dispositif médical, et on fabrique en France des dispositifs que vous devez connaître sous le nom de bas, collants, chaussettes de compression, puisqu'on accompagne les situations de vie des insuffisants veineux. Voilà. Et donc, vous êtes dans l'industrie textile. Exactement. Et donc, concerné par ce projet d'innovation managériale. Alors, c'est assez passionnant parce que moi, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, bon, ok, comment on rebooste le secteur du textile qui est en difficulté par l'innovation managériale. Donc, ça a démarré quand ? Ça vient de se terminer. C'était 18 mois d'expérimentation. C'est ça, tout à fait. Donc, le projet a démarré en 2024. Il s'est terminé en octobre 2025. Et il s'agissait pendant 18 mois de réunir des entreprises volontaires textiles. Il y en a une quinzaine qui ont joué le jeu, dont Sigvaris. Donc les réunir sur ce sujet, dans l'idée que finalement l'innovation porte dans le textile. Il y a toujours eu d'innovation produit, l'innovation process, l'innovation technologique. Donc là, on est très fort sur ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça que l'industrie textile est toujours en France. Mais par contre, sur l'innovation
managériale, donc on va dire le dessous de l'iceberg, ce qui est souvent moins visible. Là, il y a tout un travail et qui est vraiment nécessaire aujourd'hui face aux enjeux finalement de la filière. Ouais. Et donc, vous avez posé une page blanche sur une table en disant qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est ça? Alors, en fait, il y a eu la conjonction de plusieurs choses. D'une part, une entreprise un peu moteur qui est Wekameka, qui est une entreprise qui est dans la confection à Lyon, qui a senti qu'il fallait faire quelque chose pour justement motiver et arriver à avoir des collaborateurs engagés sur cette activité. Parallèlement à ça, on avait aussi des financeurs, donc l'ANACT, l'ADRETS, qui étaient en mesure de financer le projet sur la durée. Et puis enfin, Unitex, qui est habitué à des projets collectifs, qui notamment s'investit dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et qui avait à cœur d'aborder ce sujet en complément de toutes les autres thématiques d'innovation technologique, comme je l'ai dit, qui sont déjà d'actualité. Donc il y a une conjonction favorable. Brice Benhammed, qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet d'innovation managériale? Alors, ce qui m'a incité, en tout cas, à nous engager par rapport à ça, c'était de dire, ça permet de faire de prendre un temps de pause et de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe en termes de pratiques managériales. Parce que quand on parle d'innovation, au début, on peut toujours tout de suite penser en fait à une rupture technologique et autres. Et en fait, spontanément, c'est ce qui nous vient en tête. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément ça, parce que l'innovation, c'est qu'est-ce qui est à propos dans une entreprise, dans un contexte considéré, par rapport à l'économie, par rapport à l'implantation territoriale. Et donc moi, ça m'a permis, en tout cas avec Unitex, de faire ce pas de côté et d'aller m'intéresser sur ce qui pouvait se passer dans une PME, une ETI, voire une TPE, et le projet Fidalex, il m'a nourri, en tout cas, sur cet aspect-là. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail ou d'être un petit peu plus précis, concret. Qu'est-ce que vous allez ou qu'est-ce que vous êtes en train de changer après ces 18 mois de réflexion, d'expérimentation? Alors, je suis plutôt en phase de capitalisation et de consolidation sur ce qu'on a déjà initié chez Sigvaris, et peut-être qu'on y reviendra après. Là où ça m'a nourri, en exemple très concret, c'est il n'y a pas plus tard que 2 jours, je discutais avec notre directeur industriel d'une initiative qui a été faite justement sur Wekameka, qui a eu à déplacer ses environnements de travail et leur expérimentation, ce qu'ils ont réussi, et puis là où ils ont eu quelques écueils. Et finalement, se dire, si nous, on a quelque chose à conduire en ce sens, comment on peut se nourrir de leur expérience pour en tenir compte et l'adapter. Je dis bien l'adapter au contexte de Sigvaris. Alors, allez-y. Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est un élément intéressant que vient d'évoquer Brice, c'est que ces actions collectives, elles ont le gros avantage de permettre aux entreprises d'apprendre les unes par rapport aux autres. Oui, on partage les bonnes pratiques, ou on se dit, tiens, ça marche moins bien, on va le laisser de côté. Voilà. Et dans l'expérimentation, on avait à la fois un aspect individuel, donc chaque entreprise a travaillé avec l'accompagnement d'ailleurs d'un cabinet qui s'appelle Cohésion Internationale, qui donc a aidé l'entreprise à expérimenter sur le champ qu'elle s'était définie, donc individuellement. Et après, on avait effectivement tout un tas de moments collectifs et également d'élaboration de livrables collectifs qui ont permis aux entreprises d'apprendre les unes par rapport aux autres et d'avoir des ricochets, la fertilisation finalement, et c'est ça une des forces de ces projets collectifs. Mais alors, le secteur textile, alors ça vous concerne peut-être pas, mais le secteur textile, il est quand même confronté à une crise particulière, à une concurrence venue de l'ultra-fast fashion chinoise. Bon, j'ai du mal à vous anticipez ma question. C'est pas l'innovation managériale qui va vous sauver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, déjà, il faut préciser que le secteur textile, Brice l'a illustré, mais c'est pas que la mode et l'habillement. J'ai bien compris. C'est également tout un tas d'autres marchés d'application. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à nos industries en France de perdurer, c'est cette diversité finalement de marchés. Donc, les marchés industriels, les marchés des équipements de protection individuelle, les marchés du sport et loisirs, l'ameublement, etc. Donc, qui ne sont pas concernés par le modèle, ou en tout cas pas aussi violemment par le modèle Shine, Shine et Temu. Voilà. Donc, ces différents marchés permettent aux industriels, qui souvent en ont plusieurs, d'équilibrer finalement leur modèle économique. L'autre chose, c'est que le fait d'innover au niveau management, de faire différemment des autres, peut aussi être un facteur de valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Et en termes de marque employeur, en termes d'attractivité des collaborateurs, si on veut garder en France des emplois,
malgré effectivement la concurrence et les changements de modèle économique que vous évoquez, notamment sur l'habillement, voilà, ça devient une variable indispensable justement dans la complexité dans laquelle les entreprises sont. Et ça agit sur la performance globale. C'est-à-dire, on ne fait pas du management pour se faire plaisir ou pour dire qu'on le fait. On le fait parce que ça peut avoir l'impact économique, sociétal et environnemental. Mais alors justement, Brice Ben-Hamed, comment vous mesurez la contribution de cette innovation managériale à la performance globale d'une entreprise comme la vôtre? Ça se traduit par des chiffres, hein, il faut être clair. Nous, on est convaincus que la performance durable, elle passe par la qualité du management. Parce que la qualité du management permet d'avoir un bon travail collectif entre les personnes. Et les pépites, ce que j'appelle les pépites, c'est finalement la création de richesse et de valeur, c'est les gens qui la fournissent. Et nous, typiquement, ces dernières années, on a fortement progressé, typiquement sur nos indicateurs qualité. Et les indicateurs qualité, des produits qu'on ne jette pas, qu'on fabrique bons du premier coup, c'est des pertes qui sont évitées pour l'entreprise et ça permet de financer d'autres projets ou de rester compétitif sur son marché parce que qu'on soit dans l'habillement ou même dans le textile médical, c'est une compétition de vraiment tous les jours. Vous êtes aussi dans on est dans la réalité. Très concurrentiel, et évidemment. Laurent Savoie parlait de marque employeur, ça rentre dans cette logique-là aussi? De travailler sur les pratiques managériales, oui, très clairement, oui. On ne peut pas avoir une politique salariale qui serait dispendieuse, si je peux dire ainsi. On doit maîtriser ces enjeux économiques. Et donc, là où on peut se distinguer, c'est finalement qu'est-ce qui fait l'attachement d'un collaborateur à son entreprise. Et donc, le climat qu'il va y trouver, la façon dont il va pouvoir travailler, interagir avec ses collègues, son manager, ça, oui, très clairement, ça joue sur la marque employeur. Et ça travaille l'attractivité, mais aussi la rétention des collaborateurs. Oui, évidemment, garder les collaborateurs. Donc, c'est une initiative dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On vous regarde dans les autres régions françaises, on se dit tiens, il y a des bonnes idées à partager, à piquer. Oui, alors effectivement, Unitex a porté ce projet, mais il l'a fait en lien avec l'Union des industries textiles au niveau national. Et donc, il est probable qu'on aille sur un Fidalex 2 qui associerait potentiellement d'autres entreprises, d'autres régions. D'accord. Donc c'est un sujet effectivement qui déborde. La région Aura est souvent moteur. On a la chance d'avoir une industrie très, très dynamique et donc ça porte aussi l'équipe pour amener des nouveaux sujets. Est-ce qu'il y a des freins culturels ou générationnels quand on parle d'innovation managériale ? Oui, alors on en parlait tout à l'heure. L'industrie textile, c'est l'industrie la plus vieille du monde, puisqu'il a fallu qu'on s'habille des lampes de Cro-Magnon. Et donc, encore aujourd'hui, dans les conseils d'administration ou dans les entreprises, on a deux grands types d'acteurs, des générations 50-60 ans, et puis les jeunes comme Brice. Les vieux comme moi, les jeunes comme Brice. Les vieux comme moi aussi. Et donc, effectivement, les sujets de management, pour certains dirigeants, c'est quand même des choses qui sont... on parle encore, dans certains cas, de gestion du personnel. Tout est porté sur le produit, l'innovation, produit technologique, etc. Donc on bataille pour faire comprendre aux entreprises la nécessité d'aller en dessous de l'iceberg. Mais les choses évoluent quand même très rapidement parce que la quête de sens des jeunes générations, la raréfaction aussi des compétences, les enjeux environnementaux, les changements de modèle d'économie obligent les entreprises à aller chercher d'autres clés et on cherche à les convaincre que cette clé-là en est une pour une performance globale. En fait. Un mot justement de ces freins culturels ou générationnels, votre avis là-dessus? Très clairement, il y en a encore. Et souvent, on parle d'innovation managériale ou des managers. On pouvait avoir tendance à se dire le manager, ça doit être le meilleur expert technique. Mais en fait, le bon manager, c'est celui qui sait comprendre les compétences techniques, qui sait créer du lien, comprendre les difficultés des personnes, être facilitateur. Et puis, oui, il faut, auprès des dirigeants, militer parfois pour dire on doit capitaliser
sur la qualité du management et le vecteur managérial, parce que c'est un levier de performance, parce que la responsabilité du dirigeant, c'est de favoriser le travail du collectif. Et c'est de là qu'elle se crée la richesse. C'est vraiment de ce travail du collectif. Donc, en restant sur des principes qui peuvent être parfois datés, ça peut amener d'autres biais, finalement, si on ne m'autorise pas à imaginer, proposer, suggérer. Je reste dans mon domaine, je ne m'exprime pas, et donc c'est là où, finalement, on ne crée pas de valeur, et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de cette émission avec le patron de France Gaz. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Frédéric Martin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président de France Gaz. Vous avez fait partie des équipes de direction de GRDF, de GDF, Suez Énergie, d'Engie, et vous avez pris la présidence de France Gaz, c'était juillet 2024. Alors, c'est quoi France Gaz et puis quelle est votre mission Alors, France Gaz, c'est la fédération professionnelle de l'industrie gazière française. Donc les adhérents regroupent l'ensemble des acteurs économiques de cette filière. Donc ça va à la fois des grands énergéticiens jusqu'aux représentants du chauffagiste qui exploite votre chaudière. Ouais. Vous voyez, et ça également, c'est vaste. Et donc ça regroupe aussi tous les opérateurs d'infrastructures, que ce soit de distribution, de transport, de stockage ou de terminaux méthaniers. C'est à peu près 230 000 salariés qui sont touchés directement ou indirectement par cette activité. Et c'est une filière effectivement qui est très engagée dans la vie économique, puisque ça touche à l'énergie. Et donc l'enjeu de France Gaz, c'est vraiment de soutenir le développement du gaz. Alors on disait souvent, parce qu'on parle souvent que du gaz naturel, mais de plus en plus on voit qu'il y a une mixité, c'est-à-dire qu'on parle maintenant de biométhane, on parle d'hydrogène, on parle de CO2. Donc tout ça, ça se combine, mais c'est passionnant. C'est un secteur qui est en pleine transformation avec la décarbonation de notre économie. Mais en gardant en même temps les pieds sur terre. Donc notre challenge, c'est de se transformer tout en ayant les pieds bien sur terre pour permettre à nos clients d'être compétitifs. Parce qu'on va encore avoir besoin de gaz hors biométhane et hydrogène, etc. On aura, je pense, toujours besoin d'énergie stockable, disponible, et qui permettent notamment, on le voit ces derniers jours avec les événements climatiques, qui ont besoin d'être présents pour que les gens puissent se chauffer, cuisiner, se déplacer, etc. On va y revenir à cette période de grand froid, période de neige, etc. Des régions qui se sont retrouvées un peu perturbé, on va dire ça gentiment. Quelques chiffres quand même. La part du gaz dans l'industrie en France, c'est 37%, 100% du territoire français couvert par du gaz naturel ou du gaz liquide. Et puis vous l'avez dit, les salariés de ce secteur ou de ces secteurs, c'est plus de 230 000, 238 000. La place du gaz dans le mix énergétique français, c'est quoi aujourd'hui? Alors, la France consomme, pour l'ensemble de ses usages, à peu près entre 1500 et 1600 TWh. C'est l'unité que l'on a dans notre secteur. Le gaz représente 20% de ce volume-là, mais il a la particularité, contrairement à l'électricité, de pouvoir être stocké, comme notamment le fuel, ou le bois, par exemple, ou la biomasse. Et donc, c'est important, puisqu'on a un rôle assurantiel dans le système énergétique. Donc le gaz que l'on consomme en France, il vient de deux manières. Alors, ou par canalisation, on a beaucoup parlé des canalisations en provenance de Russie ces dernières années, qui aujourd'hui ne sont plus opérantes, et où il vient par bateau. Donc c'est à peu près 50-50. Il faut avoir en tête que préalablement donc, à la crise ukrainienne, il y avait à peu près 85-86% du gaz qui venait par canalisation et le reste venait par bateau. Cette crise ukrainienne a inversé les flux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 50-50, et donc on est sur un mixte qui est vraiment assez divers. Et dans l'approvisionnement, à peu près 50% vient de la plaque européenne. C'est-à-dire qu'on n'entend pas souvent, mais les Norvégiens fournissent une très grande quantité de gaz, notamment à la France. C'est à peu près 40% du gaz livré en France. C'est l'une des leçons tirées de la guerre en Ukraine et de la crise que ça a provoqué, c'est-à-dire d'être un peu moins dépendant du gaz russe. La France n'est pas dans la situation de l'Allemagne, mais... C'est-à-dire que la France a toujours eu une politique énergétique extrêmement prudente et diversifiée. D'abord parce qu'on a justement ces infrastructures qui nous permettent d'être connectés. Ce qui a changé avec la crise ukrainienne, c'est qu'on est devenu aujourd'hui un hub central de distribution de gaz pour l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le gaz qui arrive en France,
maintenant le distribue sur l'Europe de l'Est, notamment sur les pays limitrophes. Alors qu'avant, on était plutôt en bout de chaîne. Okay. Et donc, du coup, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a du gaz qui nous vient un peu plus par bateau. Et donc, on parlera de prix certainement tout à l'heure, ça a eu un effet de hausse du prix, puisque le prix, quand on transporte par bateau, est légèrement plus cher que quand on y vient par canalisation. Alors, vous avez parlé de cet épisode de grand froid, de chute de neige. Quel rôle le secteur gazier joue dans une période comme celle-là ? Le lundi de rentrée, l'ensemble du pays a tiré 125 gigawatts de puissance sur les réseaux gaz. Pour donner un ordre d'idée de la puissance, c'est dans le même temps, l'ensemble du secteur électrique a fourni 90 gigawatts, c'est-à-dire 40% de plus que l'ensemble du secteur électrique. Oui. Parce que justement, la puissance est absolument phénoménale. D'où l'intérêt d'avoir des stockages. Et on a la chance en France d'avoir des stockages qui ont délivré ce même jour 70% de cette puissance. Donc on a pas vidé, mais enfin en tout cas, on a tapé dans les stocks. C'est exactement, ça sert à ça. Oui. C'est-à-dire que pour éviter les effets de pointe et répondre à ces besoins extrêmement fluctuants, ces stockages français permettent de répondre à ces crises climatiques. Ça veut dire que sans ces stockages, qu'est-ce qui se serait passé ? On serait dans le noir. À ce point-là ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur les 90 gigawatts de puissance électrique qui ont été délivrés, donc qui sert à éclairer, à faire chauffer, on a 10% qui a été fourni par le gaz. Voilà, donc on a besoin de ce mix équilibré, parce qu'on a besoin de l'ensemble des énergies pour répondre à ces cas un peu particuliers, où on a des pointes extrêmement importantes et pour lesquelles il faut qu'on réponde à l'ensemble des besoins du pays. Quand on parle gaz, on dit énergie fossile, et donc on dit, ok, très bien, on en a besoin, vous venez de nous faire la démonstration de ce besoin, sauf qu'il faut qu'on décarbone quand même nos usages et notre économie. Comment la filière s'intègre à cette logique-là. Est-ce que vous vous dites, oui, ce que je veux dire, oui, tout à fait. Ils sont bien gentils, mais nous on fait du gaz, on fait de l'énergie fossile, on va pas s'arrêter parce qu'on en a besoin. Ou est-ce que vous dites c'est un défi à relever et il faut réinventer nos métiers ? Comment vous l'avez abordé ? La filière gaz, je dirais, est une vieille dame, date de la fin du 19e. Oui. Donc elle a eu à répondre à beaucoup de crises. Et notamment, on est passé de la pyrolyse du charbon au gaz de lac et du gaz importé méthane. Et là, maintenant, on nous dit, le gaz, c'est très important, il faut le verdir. Donc la filière gazière française est complètement impliquée dans cette démarche. On est clairement avec un objectif de verdissement total du gaz à échéance de 2050. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. Alors, on a la chance en France d'être le premier potentiel de biomasse. Et c'est à partir de cette biomasse, il y a en gros l'ensemble de la valorisation de nos déchets. C'est-à-dire que les réseaux qui auparavant, les infrastructures gazières qui auparavant permettaient d'acheminer une molécule de l'étranger jusqu'au client, au consommateur final, va devenir demain une infrastructure de valorisation de l'ensemble de nos déchets. Depuis une dizaine d'années, on a développé en France la méthanisation, un peu en décalage d'ailleurs avec l'Allemagne, qui avait pour d'autres raisons lancé la méthanisation pour produire l'électricité. En France, le législateur nous a demandé de produire du gaz vert, enfin du biométhane, à partir de déchets agricoles, donc ça, par la méthanisation, il y a eu le droit à l'injection. Il y a maintenant aujourd'hui en France un peu plus de 800 installations. Elles délivrent 16 TWh de gaz en puissance installée, 12 en injection. On en raccorde, c'est quand même assez significatif, par an de l'ordre de 150, et on est en pleine accélération. Dans le cadre de la SNBC et de la PPE, dont on parle beaucoup, dont on a parlé beaucoup l'été dernier, donc SNBC, on rappelle ce que ça veut dire. Stratégie nationale de bas carbone. D'accord. L'idée, c'est justement de faire progressivement basculer la production qui était importée vers une production locale française. Et donc ça, c'est important, puisqu'on a une autoroute devant nous de création de valeur. La filière a créé 7000 emplois en moins de 10 ans, justement dans les territoires, pour permettre de valoriser ces déchets. Je vais vous citer, la filière gazière française est mobilisée vers l'objectif de 2030. Elle se transforme, elle s'adapte. Nous deviendrons le vecteur le plus rapide pour décarboner notre économie. Le plus rapide, pourquoi ? Parce qu'on a la particularité d'être... les territoires sont extrêmement dynamiques. Moi, j'ai commencé, je suis arrivé à l'époque dans les infrastructures gaz à GRDF en 2018, et tout le monde me disait, bon, vous êtes gentil avec vos méthaniseurs, c'est des petites installations, etc.
Mais quand vous en raccordez 150, c'est-à-dire que quand c'est partout dans le territoire, que les gens se mobilisent, qui ont des projets. Aujourd'hui, on a 1000 projets en pipe. C'est absolument phénoménal. Donc, c'est-à-dire de méthanisation. De méthanisation et d'autres projets. On pourra parler d'autres technologies, puisque c'est important. On va pouvoir valoriser tous les déchets. Et ça, c'est un point important. Vous n'avez pas d'effet de seuil. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous venez décarboner une partie. Puisque dès que vous mettez en place un méthaniseur, vous décarbonez automatiquement, vous réduisez le gaz importé. Donc on était à 50% européen, tout l'enjeu est de devenir de maintenant 100% français. Et donc on a une capacité aujourd'hui de 3 TWh par an de décarbonation, et on nous demande d'ici 2030 de doubler la mise, c'est-à-dire de faire 6 TWh par an. Et aujourd'hui, ça sera le vecteur le plus rapide pour décarboner. Et l'autre avantage, c'est que les clients n'auront pas besoin de changer leur process. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. La réponse est assez simple, je crois, mais les infrastructures, il n'y a pas besoin d'y toucher. Absolument pas. On les fait simplement fonctionner dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'avant, le gaz arrivait de l'étranger et on descendait jusqu'au client. Là, on part du territoire et on réexporte le gaz partout sur le territoire français, voire sur le marché européen. Mais sans que le client ait besoin de changer ses installations. C'est ça qui est important. Mais quand on crée un méthaniseur, c'est facile de le raccorder au réseau. Pardon de poser une question de béotien. Hein, mais non, mais tout à fait. Alors là-dessus, on est régulé par la Commission de régulation de l'énergie, qui est extrêmement vigilante à faire en sorte que quand on tire une canalisation pour raccorder un méthaniseur, on ne pose pas un tuyau pour rien. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de méthaniseurs qui soient raccordables pour faire en sorte que le ratio bénéfice-investissement vienne pas perturber le tarif du consommateur. Donc il y a eu des règles qui ont été instituées dans le cadre du droit à l'injection, et avec les équipes de la CRE notamment et l'ensemble des collectivités locales, on a développé ce qu'on appelle des plans de zonage, de plans de déploiement, et on va pouvoir capter à peu près 90% de la ressource à moins de 10 km d'un réseau gaz, ce qui est absolument phénoménal. Et donc ça se passe tranquillement, et aujourd'hui on a à peu près estimé qu'on va pouvoir faire plus de 100 TWh, ne serait-ce qu'avec ce qui est identifié aujourd'hui, de collecte de biométhane pour injecter dans les réseaux gaz. Sur les premiers méthaniseurs, notamment les importants, il y a eu un certain nombre de bugs dans les rejets, donc de vraies questions d'acceptabilité par les riverains. C'était des plâtres à essuyer, ou alors ça peut encore exister? Non, c'était des plâtres à essuyer qui sont compréhensibles pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, que c'était totalement nouveau dans le paysage français. Je me souviens, il y a assez longtemps, quand on a commencé à mettre des silos à grains, je me souviens qu'il y a eu pas mal de cas de problèmes. Mais ensuite, tout ça s'est normalisé quand les gens sont aperçus qu'il y avait en place la réglementation, un certain nombre de sécurités, et ne serait-ce qu'apprendre à les mettre en place. La deuxième raison essentielle, c'est qu'on a commencé au départ, il n'y avait que les Allemands qui avaient démarré. Et les Allemands avaient démarré sur un modèle qui était monoculture pour faire de l'électricité. Donc on ne pouvait pas copier exactement le modèle allemand? Non, mais la technicité à l'origine était vraiment un peu celle qui venait d'Allemagne. Comme le législateur français a été extrêmement attentif à faire en sorte de ne pas perturber la politique agricole, c'est-à-dire en gros ne pas changer les cultures dédiées à l'alimentation notamment. Il a demandé aux industriels français de dire « vous allez faire du gaz vert, mais avec les intrants que vous trouverez ». Donc on a dû adapter toute la chaîne industrielle à la nature des intrants qu'on avait. Et donc, on a développé un certain nombre de techniques qui ont permis de réduire ces aléas, j'allais dire. Et aujourd'hui, on est sur une technologie complètement mature. Il reste le débat de la taille, qui est souvent un débat qu'on entend, mais là-dessus, on est, nous, extrêmement attentifs. C'est pas ni au plan national qu'on a déterminé, c'est en local, au niveau, j'allais dire, du tissu local, entre le porteur de projet, les riverains, la collectivité locale, qui doit déterminer la bonne taille de l'installation. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour la méthanisation à la ferme, comme des méthanisations un peu plus industrielles. Alors, on n'a pas de budget pour encore combien de temps? Quelques jours, quelques semaines, qui sait, on verra bien. Mais lors de l'examen du projet de finances pour 2026, il y a... Quand l'examen s'est fait au Sénat, la majorité de droite et du centre, elle a adopté, alors c'est plus d'actualité, puisque le budget n'a pas été voté, mais un amendement pour baisser la taxation de l'électricité en rehaussant celle du gaz. J'imagine que vous avez dû bondir. C'est surtout nos clients qui ont bondi, qu'ils soient ménages ou industriels. On a la particularité, quand on parlait du gaz qui venait notamment par bateau, c'est un gaz qui coûte plus cher, et aujourd'hui les industriels ont à supporter un écart avec leurs concurrents qui est de l'ordre du double par rapport à ce qui se passe sur la plaque américaine. Donc ils ont déjà un écart de coût du double. Bon. Quand le gaz arrive en Europe, ensuite on subit la fiscalité du pays. Bon, il s'avère qu'en France, pour des raisons historiques et politiques, on a une des fiscalités gaz les plus importantes d'Europe.
toutes les associations, notamment industrielles, ont constaté qu'aujourd'hui, on est en train de creuser, avec la fiscalité sur le gaz, un écart important par rapport à nos concurrents européens. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un tissu économique qui est aujourd'hui en grande difficulté et qu'il faut soutenir, et on est en train d'alourdir de manière très importante ceux qui servent à l'outil de production pour une baisse plutôt sur j'allais dire les particuliers, qui est assez réduite. En gros, on gagnait 35 ou 40 euros, je crois, si on n'était pas chauffé à l'électricité, 70 si on était chauffé. Donc, on faisait payer quasiment 30 000 euros à une entreprise pour gagner dans un ménage quasiment 60 euros. Qui était faible pour un ménage. Voilà, donc ça, c'était la première raison. Oui. Ça augmentait quasiment de 40 à 50% le coût de la molécule par rapport aux pays, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Deuxième raison, c'est qu'on augmentait aussi la facture des clients et des ménages sur la partie gaz, alors qu'ils ont déjà une très grande difficulté, j'allais dire, en termes de précarité. Le médiateur de l'énergie a indiqué qu'en 2024, la précarité, notamment sur l'énergie, avait augmenté de 20%. Donc, quand vous avez déjà quelqu'un qui a déjà des difficultés à payer ses factures, qui baisse son thermostat pour la réduire au minimum, quand vous lui dites « on va augmenter vos charges », vous le condamnez à la précarité. J'entends complètement cet argument, mais si on veut décarboner, il y a un moment où il faut quand même agir sur le levier prix. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une autre manière de décarboner, qui est plutôt de mettre l'accent sur le verdissement des molécules, soit par du biométhane, soit par de l'hydrogène, et qu'on ferait mieux de mettre tous nos efforts là-dessus, puisqu'on a l'avantage de ne pas avoir à changer les process industriels, et on permet de créer de la valeur dans les territoires. C'est tout le débat qu'on a actuellement, et que l'on prône, et que l'on défendra d'ailleurs dans le cadre de cette année qui va... Oui, parce que le budget, il va bien falloir en voter. Il va bien falloir le voter. Donc vous êtes encore au travail pour essayer de faire valoir vos arguments. Alors il y a une tradition dans ce grand entretien, l'invité pose une question à celui ou celle de la semaine suivante, et à votre place, il y a quelques semaines, c'était Franck Roubanovic, président du CLE. C'est l'organisation qui regroupe les grands consommateurs industriels et tertiaires de gaz et d'électricité. On l'écoute. Bonjour Frédéric, c'est Franck. J'avais une question à te poser. Est-ce que on est tous convaincus que le biométhane est quelque chose d'important pour se substituer progressivement au gaz fossile ? Mais la trajectoire de développement du biométhane et des certificats de production de biométhane est extrêmement ambitieuse. Elle est tellement ambitieuse que les fournisseurs vont nous facturer à la pénalité, c'est-à-dire au prix le plus élevé possible. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait revoir un peu l'ambition pour être à la hauteur de ce que la filière sait faire ? Alors, on va répondre à la question sur l'ambition de développement du biométhane. Est-ce qu'elle est trop lourde, trop rapide ? Mais d'abord, je voudrais juste comprendre de quelle pénalité il parle. Oui, donc, merci à Franck. C'est un peu technique, quoi. Franck est un représentant de nos clients, donc merci à lui pour sa question. Sa question, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, on est dans une... D'abord, il mentionne qu'il a absolument besoin, pour ses représentants, de plus de biométhane et de molécules renouvelables et bas carbone. Donc ça, lui, il fait le même constat que tout le monde. Il dit aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut électrifier. Lui, il nous dit, on a besoin de plus de gaz vert. Il faut en faire important. Il fait mention d'un dispositif de financement du gaz vert. Il y en a plusieurs. Il y a le tarif d'injection, qui est un tarif porté par l'État, donc le contribuable. Et il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place, qu'on appelle les certificats de production de biométhane, qui est un dispositif de financement qui impose aux fournisseurs de gaz, quand ils vous vendent du gaz, d'en avoir un certain pourcentage en gaz vert. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de leur imposer d'aller chercher sur le marché du gaz vert et donc de promouvoir la production de gaz vert dans les territoires. Donc c'est plutôt vertueux. L'idée, elle est bonne, oui. Voilà. Alors après, il faut regarder ce que ça représente. Donc ça représente entre un tiers et un quart du volume global. Donc c'est de gaz vert, de la trajectoire de gaz vert, qui est encore réduite, mais qu'on augmente progressivement. Et donc, ce que dit Franck, c'est que simplement, on a ce dispositif qui impose un pourcentage croissant de gaz vert dans le gaz que l'on consomme. Ce qui est logique, puisqu'en 2050, on va être à 100%. Donc, c'est normal de l'augmenter progressivement. Et sa crainte, c'est de dire, si les fournisseurs ne trouvent pas de gaz vert en réponse sur le terrain, il y a une pénalité qui leur est appliquée, donc qui vont répercuter sur le client, qui est de l'ordre de 100 € du mégawattheure. Alors, face à ce risque, ma réponse allait de dire, d'abord, ça touche qu'une partie. 2, la filière gazière a toujours été au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on est quand même le seul vecteur qui a été au rendez-vous de la précédente PPE, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au rendez-vous de 2030. PPE, c'est loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. De l'énergie.
Et on y travaille, puisqu'on a bien, on a bien pour l'intention d'être au rendez-vous de 2030 et de 2035. C'est-à-dire que le principe de l'escalier, on monte chaque marche et de manière progressive. On a aujourd'hui 1000 projets dans le pipe, et donc on n'a absolument pas de doute à ce que le sujet soit là. Le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une décision administrative, il faut que derrière, rapidement, le marché permette de produire ce gaz vert en quantité. Mais donc, ça veut dire que la trajectoire de développement là, du biométhane, elle n'est pas trop ambitieuse, parce qu'il y avait ça dans la aujourd'hui, question, il y a une consultation qui va être lancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a transmis au pouvoir public notre trajectoire, mais il va y avoir une concertation. Donc, évidemment, je ne doute pas que Franck fera ses commentaires lors de cette concertation. Nous, simplement, la trajectoire qu'on a transmise, qui est cohérente avec celle de la PPE, on est réaliste et on sait qu'on va la faire. Et on va la faire et on va utiliser tout le spectre, c'est-à-dire à la fois les projets des collectivités locales, les projets qui sont chez les agriculteurs, chez les industriels. Et là, récemment, il y a 2 textes qui sont sortis pendant les fêtes, qui ont permis de basculer un certain nombre de méthaniseurs qui faisaient de l'électricité, qu'on a basculé sur l'injection réseau. Et donc, ils vont apporter très rapidement un volume de gaz disponible pour que les fournisseurs intègrent du gaz vert français dans le gaz qu'ils fournissent à leurs clients. Ouais. Avec une difficulté, vous avez commencé à l'évoquer, mais très rapidement tout à l'heure, qui est de savoir ce qu'on met dans ces méthaniseurs. Oui. Et de ne pas simplement faire porter sur l'agriculture et les déchets ou un poids, parce que l'agriculture elle est déjà là pour nous nourrir ou pour nourrir les animaux. Donc ça veut dire quoi? Si vous évoquiez ça tout à l'heure, le fait de pouvoir valoriser de plus en plus de déchets, c'est ça? Aujourd'hui, le législateur dit la chose suivante. Vous ne mettez dans les méthaniseurs que des déchets agricoles et au pire, jusqu'à 15% ce qu'on appelle de culture principale, notamment dédiée à l'alimentation. Dans la réalité, on est plutôt à 6-7%. Donc, et en plus, il a durci, le législateur, que ce taux s'applique année par année pour éviter les effets de cumul, parce qu'avant, c'était sur 3 ans. Donc ça, ce sont des déchets biologiques dégradables classiques de l'agriculture, ou les biodéchets, par exemple, qu'on collecte dans les grandes métropoles. Oui. Le groupe Paprec, par exemple, là, est en train de monter un méthaniseur à proximité de Paris, où il va valoriser par du biogaz l'ensemble des biodéchets collectés dans la métropole. Mais on a d'autres déchets qui ne sont pas dégradables sur le plan biologique. Je prends par exemple du chanvre, c'est ligneux. Je prends du bois B, notamment le bois qu'on emmène dans des déchetteries, ou je prends des liqueurs noires. Par exemple, les industriels qui ont des liqueurs qui, à la fin, ils sont obligés de les brûler. C'est quand même, on brûle essentiellement de l'eau, ou des bouts d'épuration, par exemple. Et là, il y a, le secteur travaille sur d'autres technologies, ce qu'on appelle la pyrogasification ou la gasification hydrothermale. Donc, c'est 2 dispositifs qui permettent de vaporiser cette matière et ensuite, donc sans cheminée, ce qui est quand même un point important, et ça permet ensuite de reconstituer des gaz renouvelables et bas carbone comme du biométhane, de l'hydrogène et de concentrer sans cheminée du CO2 biogénique. Et pourquoi je parle de ce CO2 biogénique? Parce que c'est la base de ce que l'on servira demain pour l'ICAD, c'est-à-dire le carburant d'aviation durable. Donc, on est c'est un monde qui s'ouvre pour les gaziers, où on a vraiment on a ces 2 pieds. Le pied qui est celui aujourd'hui de la molécule que l'on apporte, qui a apporté toute sa valeur de confort, qu'elle soit stockable avec des infrastructures qui sont en plus très résilientes sur le plan climatique, et cette transformation qui est de rapatrier progressivement ces molécules sur le territoire français. Avec quand même, parce que là vous parlez du carburant d'aviation durable, là aussi la demande potentielle elle est gigantesque, elle est même presque vertigineuse si on veut que le secteur de l'aviation se décarbone. Le problème c'est que ce carburant il coûte beaucoup plus cher que le kérosène utilisé aujourd'hui. Voilà, mais comme en France on a plutôt tendance à voir les problèmes avant qu'ils n'arrivent, nous on est très pragmatique, c'est-à-dire que comme le verdissement de notre filière, on le fait de manière progressive, on respecte évidemment les objectifs fixés par le politique. Ce qui est important, c'est qu'on se projette bien dans la cible finale. C'est-à-dire que la cible finale, on voit bien qu'on va avoir besoin de carburant de moins en moins polluant. Et on voit que l'ensemble des secteurs de l'économie sont en train de se décarboner progressivement. Pour 2 exemples, donc en aviation, effectivement, on a des carburants d'aviation durable qui sont en train de se développer de manière progressive. C'est très lent, mais ça progresse. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rôle à jouer dans ces carburants par la captation de ce CO2 biogénique, soit issu des méthaniseurs, soit issu des dispositifs dont je parlais, nouvelles technologies de valorisation de nos déchets. On a un autre secteur qui est important, qui est en train de se décarboner, c'est le secteur du maritime, qui est en train de progressivement de passer du fioul lourd au GNL. Donc là aussi, nos infrastructures portuaires vont devenir
des points importants de décarbonation de ce secteur-là. Et c'est pour ça que l'ensemble de la chaîne est extrêmement mobilisé, puisque à tous les échelons, on voit qu'on a des choses à faire. Donc c'est un point important. Et surtout, on ramène de la valeur dans les territoires. On a mené une enquête, c'est en début d'année dernière, pour voir un peu ce que ramenait à l'économie française, j'allais dire, cette nouvelle économie. C'est 85% de valeur ajoutée ramenée dans le territoire français, avec plusieurs avantages. Un, elle est extrêmement diffuse sur le territoire, donc elle n'est pas concentrée. Ça, c'est un point important, et les élus locaux y sont très sensibles. Le deuxième, ça n'a pas de dépendance technologique, c'est que du matériel essentiellement français. Et cette filière-là exporte aujourd'hui de plus en plus, parce qu'elle est devenue une filière référente. Et le troisième avantage, c'est qu'elle apporte ce qu'on appelle des externalités positives. C'est-à-dire que, par exemple, les agriculteurs, quand ils font du biogaz, ils récupèrent un digestat qui, aujourd'hui, leur permet de remplacer les engrais synthétiques qu'ils achetaient auparavant. Voilà, donc on a énormément de choses à travailler, c'est pour ça que c'est passionnant. Il nous reste 1 minute, on n'a pas parlé d'hydrogène. Alors l'hydrogène fait partie de ces molécules, au même titre que les biocarburants liquides, parce qu'on a aussi France Gaz Liquide qui fait partie de nos adhérents, parce que dans le monde rural, on n'a pas ces infrastructures de distribution, et donc ces opérateurs distribuent aussi du biocarburant. Donc on est passé d'une molécule qui était le méthane, le butane, le propane, le fuel, à ces molécules nouvelles qui sont le biométhane, le biopropane, l'hydrogène et le CO2, et c'est l'ensemble de ces combinaisons qui fera qu'on aura un système énergétique plus vertueux dans les prochaines décennies. Merci beaucoup Frédéric Martin, et merci Thomas. Et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup, et la bonne idée du jour, elle est signée Basma Frangier. Bonjour. Bonjour Thomas, merci beaucoup pour votre invitation. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Sawa Care, créée en 2024. Avec qui? Racontez-nous l'histoire, le point de départ. J'ai cofondé Sawa avec mes frères. Nous sommes nous-mêmes co-aidants. Et en parallèle du niveau personnel, en fait, on a mené des recherches avec des collègues à moi, et c'est suite à ces recherches-là, on a souligné les dilemmes, les questionnements et les difficultés rencontrées par les aidants. Quand on parle des aidants, ce sont des personnes qui accompagnent une personne en perte d'autonomie liée à l'âge, à une maladie ou à un handicap. C'est 11 millions de Français aujourd'hui. Tout à fait. Il y a 11 millions de Français qui sont aidants aujourd'hui. Et c'est suite à la réalité personnelle et professionnelle qu'on a pris la décision de cofonder Sawa, de proposer un service pour soulager les aidants. Et donc, dans l'application, qu'est-ce que vous proposez spécifiquement? En fait, pour répondre aux problématiques rencontrées par les aidants, comme le manque de temps, le manque de soutien moral, la complexité des démarches administratives et le manque de ressources financières, on s'est basé sur ces problématiques pour proposer des fonctionnalités qui peuvent répondre et pallier à ces problématiques. On propose par exemple un calendrier collaboratif où l'aidant il peut organiser l'agenda, les rendez-vous des aidés. Et pour briser l'isolement entre l'aidant, les co-aidants et l'aidé, on propose également des appels vidéo où l'aidant peut appeler son aidé directement via l'application. Il y a également le service des rappels. Souvent, les aidants ils, vont envoyer des rappels à leur aidé pour prendre les médicaments, etc. Du coup, via l'application, ils peuvent envoyer des rappels, ils peuvent programmer ces rappels. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur les tâches qu'ils sont en faire sans directement appeler la personne aidée. Quel rôle les entreprises peuvent avoir pour aider leurs salariés aidants? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, il y a un salarié sur 4 qui sont aidants dans les entreprises. Et 75% de ces salariés ne parlent pas de leur situation par peur d'être stigmatisés, étiquetés, etc. Et ça serait intéressant de travailler sur la question de sensibilisation. Et dans l'offre de Sawa, on sensibilise les entreprises, les RH, les managers sur la question de l'aidance. Parce que l'aidance, ça a des répercussions négatives sur le travail. Il y a le niveau d'absentéisme qui augmente. Il y a également le taux caché qui est dédié, qui est en lien avec l'aidance. Du coup, on sensibilise les entreprises sur l'intérêt de soulager les aidants. Et en parallèle de ça, on a un service de care management. Le care manager chez Sawa, c'est intéressant de proposer une application pour soulager les aidants, mais en même temps, un aidant, il a besoin d'être écouté. Du coup, on propose un service de care management. Le care manager, c'est un professionnel du médico-social. Il va être à l'écoute de l'aidant. Il va élaborer avec lui un plan d'accompagnement personnalisé pour essayer de répondre à ses difficultés et aux problèmes qu'il rencontre. Et il va l'outiller pour qu'il puisse trouver des réponses fiables à ces questions.
Merci beaucoup, Basma Frangier, et bon vent à Sawa, à Sawa Care. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Smart for Change, salut.